Vous connaissez, je ne sais pas, peut-être vous connaissez l'histoire, la légende plutôt, du tonneau des Danaïdes. C'est une légende grecque et c'était 50 jeunes filles qui étaient promises en mariage à 50 jeunes hommes. Et puis la veille du mariage, leur père leur avait dit de tuer les 50 futurs époux, ce qu'elles firent, parce que le père était jaloux ou en avait contre le père des jeunes hommes. Alors, finalement, toujours est-il que les 50 Danaïdes ont été condamnées à une punition, une peine éternelle, qu'elles devaient remplir un tonneau ou un gros vase qui était percé. Elles devaient le remplir d'eau. Évidemment, elles en avaient pour l'éternité. Le vase était percé. Et l'expression est demeurée, au moins en français, en tout cas, quand on dit que ce truc-là, c'est un tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire c'est sans fin. Et ça me fait penser, moi, un peu à notre manière habituelle de vivre, qu'on fait jour après jour, on remplit encore et encore, enfin, on tente de remplir encore et encore le même tonneau. On dirait que on n'en voit pas la fin. Et chaque matin, on se relève avec ce nouvel espoir, constamment déçu, que la prochaine journée, la prochaine semaine, la prochaine année, le prochain projet, le prochain mariage, le prochain divorce, la prochaine aventure va... Ça y est, là, on y touche, on y arrive, là, à ce qu'on a vraiment vu. Et on ne se rend pas compte que, mon Dieu, mais on fait constamment la même chose. C'est Einstein qui avait dit, je crois, il avait défini la stupidité comme étant de faire continuellement la même chose et d'en attendre un résultat différent. C'est sans fin, c'est sans fin. On a peut-être une belle occasion ce soir de regarder ça. Et ça nous fait vivre dans le temps, tout ça. Qu'on a notre attention constamment déposée ou dirigée vers quelque chose qui n'est pas là. Regardez, le plus clair de nos jours, de nos journées, notre attention est dirigée vers quelque chose à venir, quand c'est pas quelque chose de passé. Et c'est très rare que notre attention est là. Ça nous fait vivre dans le temps. Et c'est lourd, vivre dans le temps. Avez-vous noté? C'est lourd. C'est ça qui est lourd dans la vie. Vivre dans la conscience du temps. Regardez que chaque fois que votre attention était sur ce qui est là, alors tout de suite, maintenant, vous étiez bien. Et en même temps, il n'y avait pas le temps. Et vous n'y étiez pas à ce moment-là. Rappelez-vous, essayez de voir vos plus beaux moments dans votre vie. Les moments de grande exaltation, de grande ouverture. Vous voyez, c'était des moments, je ne sais pas moi, d'émerveillement, d'étonnement, de générosité, d'amour. Vous voyez qu'à cet instant-là, il n'y avait pas le temps. Le temps n'était pas intervenu. Il n'était pas là. Et aussi, vous n'y étiez pas. C'est-à-dire que vous n'aviez pas, à cet instant précis, construit ou reconstruit votre image, votre personnage. Vous n'y étiez pas. Et, à l'inverse, rappelez-vous vos moments laborieux, vos moments difficiles. Voyez que le temps était là et que vous étiez là. Ça vous donne pas un petit indice sur ce qui va mal dans le monde, que à chaque fois que vous étiez pas là, ça allait très bien.
Et à chaque fois que vous étiez là, ça allait pas si bien. Quand je dis vous étiez là, ça veut dire que quelque chose s'était refait à ce moment-là, quelque chose qui n'était pas là au début, qui n'était pas là au tout début. Rappelez-vous, rappelez-vous, au tout début, cette chose-là, la trame d'un quelconque soi-même n'était pas là au tout début. Ça allait très bien. Voyez, tout s'est joué et tout se joue encore autour d'un malentendu. C'est que ça. Nos malheurs, qu'on voudrait faire porter le blâme aux circonstances, aux autres, au gouvernement, aux conjoints, aux enfants, aux parents, etc., et éventuellement à soi-même, ce qui n'est pas mieux, que tout ça découle d'un simple malentendu qu'on n'a pas examiné sérieusement encore. Quel est ce malentendu? Vous voyez à quel moment, très tôt dans la vie, vous avez commencé à sentir, à penser, et plus tard à dire peut-être, j'existe, je suis. En réalité, au tout premier instant, c'était même pas j'existe, c'était plus impersonnel que ça. Si vous ne vous rappelez pas ce moment-là, essayez de voir le matin quand vous sortez du sommeil profond, parce que la même chose se rejoue, le même drame se rejoue tous les matins, on le refait. Tous les matins, on se réincarne, tous les matins, carrément. C'est la mémoire qui nous fait croire que c'est la même personne qui s'est mise au lit la veille. S'il n'y avait pas la mémoire, elle serait où la personne, la personnalité? C'est une mémoire qui se perpétue. Alors, vous voyez que il y a un malentendu qui est arrivé que à partir du moment où j'ai réalisé que j'existe, ah oui, j'allais dire avant ça, c'est avant que j'existe, c'est tout simplement comme un étonnement. Wow, il y a, tout simplement. Et tout de suite après, on a pris conscience qu'on existe, qu'il y a quelque chose. C'est ce qui a fait dire à Descartes, éventuellement, je pense, donc je suis. Mais c'est même pas besoin de penser pour ça. Hein? L'être humain a cette capacité merveilleuse, grâce à un système nerveux très complexe, de voir qu'il existe. La chaise existe, elle ne le sait pas. En tout cas, elle n'en donne pas l'impression. L'arbre existe, le poisson existe, le cheval existe. Mais dans quelle mesure ils ont conscience d'exister comme un être humain a cette conscience? Et c'est ce qui nous distingue beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'un être humain a la capacité d'être aussi heureux et aussi malheureux. Parce que c'est une joie énorme de réaliser « Wow, j'existe ». Mais regardez, qu'est-ce qui se passe l'instant d'après? C'est là ce que j'appelle le malentendu. À partir du moment où vous réalisez que vous existez, là, tout d'un coup, tout de suite après, vous voulez continuer d'exister. C'est parti. Tout le reste de votre vie va être en réaction par rapport à ça, par rapport à une sorte d'enfermement, parce que c'est un enfermement, c'est une localisation. À partir du moment où je dis j'existe, qu'il y a un je aussi, et après ça, on va l'identifier à une image du corps.
Et plus tard, quand le langage arrive, là, je vous dis pas, ça va tout couler dans le béton. Hein? C'est bien chosifié. Alors, à partir de ce moment-là, je veux continuer d'exister. Voyez que cette restriction dans l'espace, cette localisation dans l'espace, me rend esclave du temps parce que tout de suite après, je veux continuer d'exister. Voyez le fait de me restreindre, de m'auto-mutiler finalement, de me restreindre à quelque chose qui existe, ça me condamne tout de suite, l'instant d'après, à vouloir continuer d'exister. Tout de suite, ça me met dans la conscience du temps et ça devient lourd. À partir de là, je vais vouloir toutes sortes de stratégies, de choses, de situations qui vont, soi-disant, me permettre de continuer d'exister. J'existais très bien avant, mais à partir du moment où je prends conscience d'exister, je sens que je dois continuer d'exister. C'est formidable comme, comme processus. Et le reste de notre vie est coloré et teinté par cette espèce de malentendu. Tout allait très bien avant que je dise ça. Et au moment où je l'ai dit, mais voyez la réaction. On s'est mis à tricoter, à tisser une trame de soi-même. Et c'est à partir de là qu'on dépense des quantités d'énergie phénoménales tous les jours pour sauvegarder quelque chose que finalement on n'est pas, qu'on n'était pas au début, qu'on ne sera pas à la fin, et qu'à l'instant même, on n'est pas non plus, mais on le croit, et ça change tout. Ça colore notre vie au complet. On devient heureux et malheureux en fonction de ce qui arrive ou de ce qui n'arrive pas. Et on se dit, ben, que voulez-vous? C'est la vie. Non, c'est pas la vie. C'est le résultat d'une croyance de base qu'on n'ose plus, on pense même pas à la remettre en question parce qu'on la voit même pas. C'est même pas remis en question. On le voit pas. On est convaincu. Regardez comment vous êtes convaincu d'être à quelque part actuellement. C'est sympathique, mais c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Et tôt ou tard, généralement c'est tard, on se rend compte de cette méprise. Que, ah, mais non. C'est possible de le voir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Voyez qu'à partir de là, on a voulu rechercher une sécurité statique. C'est-à-dire dans une situation, quelque chose d'arrêté. Quelque chose d'arrêté. À partir du moment où je me suis localisé, je me suis chosifié. Hein? À partir de là, je veux continuer d'exister, bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis la vie. Alors, c'est impensable qu'un jour je ne puisse pas exister. Mais comme j'ai commencé à me prendre pour quelque chose qui existe et qui pourrait ne pas exister, alors je veux continuer d'exister en tant que cette chose. Alors là, je vous dis pas, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que la sécurité, la tranquillité va nécessairement être statique, puis arrêtée, puisque je suis quelque chose de figé. Je suis rentré dans cette croyance, c'est une croyance, hein? On s'entend bien. Je suis rentré dans cette croyance d'être ceci ou cela, et ça se complexifie énormément à travers les années, hein? Quand on bâtit sa personne, sa personnalité. Et donc, on voudrait trouver des circonstances dans la vie où il y aura tranquillité,
il y aura sécurité. Et des circonstances arrêtées, bien sûr. On a tous cet imaginaire dans la tête. Cet imaginaire qu'on va trouver une situation, ah, ça y est, ça va plus bouger, je vais être heureux. Hein? La fameuse poursuite du bonheur, qui est même inscrite dans le préambule de la Déclaration d'indépendance américaine. Là. La poursuite du bonheur. La poursuite elle-même est un symptôme d'indigence profonde. C'est déjà un symptôme d'oubli. L'idée même de poursuite du bonheur. Ça nous met dans la conscience du temps. Ça vous fait désirer quelque chose qui n'est pas là. Et tout de suite, c'est foutu. C'est foutu. Et plus vous désirez fort, plus vous souffrez. C'est pas compliqué. C'est exactement comme quand vous tombez amoureux. Dans l'instant, tout s'ouvre. Waouh! C'est comme au moment où vous avez réalisé que vous existiez. L'instant d'après, c'est la catastrophe. Ouais. Parce que ce que vous croyez tenir, vous ne voulez pas le perdre. Vous voulez le perpétuer. Vous voyez que celui ou celle qui tombe amoureux, l'instant d'après, commence à souffrir horriblement. Mais on ne peut pas le dire dans les chansons. C'est les deux en même temps. C'est la plus grande chance, c'est la plus grande ouverture. Autant tomber amoureux que réaliser que j'existe. C'est la plus grande ouverture, c'est la plus belle chose. Et en même temps, c'est le précipice. On tombe dedans joyeusement. C'est une joie, tout ça. Et depuis ce temps-là, on est obsédé par notre agenda. On est convaincu que ce qu'il y a de très important dans notre journée, c'est ce qui est écrit sur l'agenda de la journée. Et dans le fond, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout ça, ça vient d'un malentendu au départ. Un simple malentendu. Alors, je dirais, réjouissez-vous ou attristez-vous de tout ce qui arrive dans votre journée ou n'arrive pas, mais n'oubliez plus jamais que tout ça est une vaste mise en scène qui éventuellement, tôt ou tard, va vous mener à reconnaître ce qui est complètement au-delà du fait d'exister ou de ne pas exister. C'est la réalité. Le reste, c'est des croyances, des prétentions. Ce qu'on est complètement au-delà de la fameuse déclaration de... C'était Hamlet ou qui avait dit « to be or not to be » dans Shakespeare. Hein? To be or not to be. Hein? Oui, c'est Shakespeare, mais je me souviens plus si c'est Hamlet ou non. Pas très important. Il y considérait le suicide, il se disait « to be or not to be, that is the question ». Hein? Regardez que toute notre existence tourne autour de ça. Être ou ne pas être. Si vous regardez bien, tout dans votre vie s'articule autour de ça et c'est multiples variantes. En gros, c'est ça. Être ou ne pas être. Or, ce qu'on est, avant même qu'on commence à déclarer ou à penser « j'existe », ce qu'on est profondément est complètement au-delà même du fait d'exister ou de ne pas exister. Imaginez-vous que tout ce qui arrive dans la journée ne nous concerne pas, finalement. C'est la seule voie possible, je dirais, pour découvrir ou retrouver la tranquillité véritable. Parce que tant que vous allez continuer d'essayer de résoudre vos difficultés à la pièce, une après l'autre, pour soi-disant trouver la tranquillité, ça sera sans fin. Les problèmes, c'est comme les autobus, les tramways, il y en a toujours un autre après.
Et après un certain temps, c'est le même qui repart. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, c'est ça le tonneau des Danaïdes. C'est sans fin. Un problème dans votre vie, il est vraiment résolu où vous réalisez, au moment où vous réalisez qu'il ne vous concerne pas, tout simplement. C'est une croyance. Il y a quelqu'un qui est concerné par ce qui arrive. C'est une trempe. C'est du sport. C'est du sport. Regardez le sport. C'est complètement inutile, le sport. L'art aussi, c'est inutile. C'est artificiel, ce qu'on fait là, qu'on fait des règlements, on trace des lignes, on donne des maillots rouges, des maillots bleus. Si le morceau de caoutchouc dépasse la ligne, ouais! C'est bon. Mais c'est... Pourquoi on fait ça? Mais pour la joie. Pour la joie. Et pourquoi il y a tout ça, là, ici? Mais c'est pour la joie. Ben, ça paraît pas trop, hein, ces temps-ci. Pourquoi? Parce qu'on l'a oublié, c'est pareil dans le sport. Quand la partie commence, ça paraît pas trop que c'est pour la joie. Quand l'arbitre siffle, hein, même dans les gradins. Mais au départ, c'est du sport. Rappelez-vous qu'au tout début, quand vous avez entrepris votre carrière d'être humain, parce que c'est une carrière qu'on a entrepris, hein? Rappelez-vous qu'est-ce qui était là? Pour tout le monde, là. C'était regarder, écouter, toucher, sentir, goûter. Mais tout le monde en est comme ça. Ça transcende les cultures, les pays, les époques. Ça transcende même les espèces. Les animaux aussi sont comme ça. C'est une caractéristique de la vie, c'est-à-dire de la conscience, de la lumière consciente. Donc c'est du sport au départ. Et où est-ce qu'on s'est pris les pieds? Dans les fleurs du tapis. Tout va bien actuellement, là, ici. Vous avez de quoi manger, vous avez de quoi vous asseoir, vous avez de quoi boire, vous avez un toit. Mais de quoi se plaint-on au juste dans la vie? On se plaint de pure abstraction. C'est des abstractions basées sur une croyance de base qu'on ne remet pas en question parce qu'on ne voit pas que c'est une croyance. On est convaincu que c'est la réalité. On est convaincu d'être un quelconque soi-même. Ça va changer. Au dernier moment, vous allez être libéré de cette croyance-là et de tout ce qui vient avec. Et vos proches aussi vont être libérés de vous-même. D'ailleurs, toutes les nuits, quand vous allez dormir, vous vous reposez justement parce que vous cessez d'entretenir cette croyance inutile et tout le cirque qui va avec. C'est pour ça que vous vous reposez et que, du fait même, vous reposez vos proches en même temps. Ça sera pareil à la fin. Vous voyez, c'est cette insistance à vouloir sauvegarder cet imaginaire qu'on voudrait continu. Hein? On se voit comme quelque chose de continu, qui existe continuellement toute la journée. Un peu comme l'image qu'on avait des électrons, par exemple, qui vont de A à B d'une manière continue dans l'espace, dans le temps. C'est complètement faux. Ça n'est pas du tout comme ça, la réalité. Si vous pouvez, c'est pas nécessaire de faire de la physique moderne pour ça. Regardez, si vous regardez attentivement la réalité de votre journée, là, vous voyez que ce n'est pas du tout continu. Il y a plein de trous dans votre journée. C'est discontinu. Vous avez une perception dans l'instant, vous en avez une autre perception, je veux dire, vous voyez un objet, vous entendez un son, il vous vient de penser, etc. Un autre. Et tout ça,
n'est pas continu, c'est discontinu. C'est le cerveau qui tisse une trame avec tout ça, qui enfile tous ces moments de perception et qui en fait une trame continue. Comme au cinéma, c'est que des images fixes qui vous en mettent 24 par seconde. Ça veut dire que 24 fois par seconde, il n'y a absolument rien à l'écran. C'est votre cerveau qui construit un mouvement continu. On fait la même chose toute la journée avec un quelconque soi-même qu'on veut défendre, bec et ongles. On passe sa journée à se défendre, à défendre quelque chose qu'on n'est pas. C'est formidable. Toute sa vie, on l'use, on brûle les énergies de la vie pour défendre quelque chose qu'on n'est pas. Et après, on se regarde, on va au café, on dit « Ah, c'est dur la vie, hein? Ouais, vous avez raison. » Continue à remplir le tonneau des Danaïdes. Et vivant comme ça, on voudrait vivre longtemps. Le plus longtemps possible, on voudrait vivre. Mais ça ne va pas. Mais quelle horreur! Il y a beaucoup pire que la peur de la mort, dans le fond, si vous regardez bien. Arrêtez-vous à penser un instant. Imaginez que vous allez vivre avec le corps qui est là, ou même plus jeune. Je vous le concède, si vous voulez. Enlevez-vous 10 ans. Que vous allez vivre avec ce corps-là, continuant de faire ce que vous faites là, même à la retraite, si vous voulez, pendant encore 50 ans, 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 1 million d'années, parce que c'est ce que dans notre imaginaire, on pense qu'on voudrait, hein, la longévité. Imaginez-vous, vous allez vivre éternellement comme ça. Mon Dieu, ça fait peur, non? J'ai fait ça, cet exercice-là une fois, ça m'a fait peur. Voyons. Pourquoi ça fait peur? Parce que tout ça est beaucoup trop petit, beaucoup trop minable par rapport à ce qu'on est vraiment. Et à quelque part, on le sait. On le sait. On le sait. Parce qu'on l'est. C'est pour ça que vous êtes éternellement insatisfait de tout dans la vie. Regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déjà satisfait dans la vie, c'est-à-dire vraiment satisfait là? Vous êtes complètement tranquille et joyeux. Il n'y en a pas une. Si c'était déjà arrivé une fois, depuis des millions d'années qu'il y a des êtres humains et qu'on est des milliards maintenant, si c'était arrivé une seule fois, il me semble, quelqu'un aurait publié, hein? Ça se saurait. Eh bien non. C'est pas arrivé une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que tout ce que vous pouvez prendre dans votre vie, saisir, prendre, comprendre, ça sera toujours trop peu, trop petit, minuscule par rapport à quelque chose d'indicible, d'inconcevable que vous pressentez parce que vous l'êtes. Avant même de voir que vous existez, vous êtes cette chose qui n'est pas une chose, dont on ne peut absolument rien dire d'intelligent. Et c'est pour ça que vous êtes continuellement insatisfait de tout dans la vie. Dites-vous bien que quand vous êtes insatisfait, vous avez bien raison de l'être. Tout va bien, c'est normal. C'est une réaction normale. Ce qui est moins normal, mais très habituel, c'est de se déclarer satisfait de notre manière habituelle de vivre. C'est un compromis. On a fait un compromis, tout simplement.
Les gens font plein de compromis dans la vie. Se ruinent la vie en faisant des compromis. On est fait pour vivre de manière extrême. Pourquoi les compromis? Pour le besoin de sécurité apparente, on fait des compromis. Les gens se marient pour une sécurité apparente. Oui, ils se coulent dans une vie qui ne leur convient pas pour des raisons apparentes de sécurité. On fait des compromis énormes. On n'est pas fait pour. Regardez. C'est ça le nœud de nos vies. Nos vies se sont nouées autour de ça. Depuis ce temps-là, on est en réaction. Tous les mouvements de notre vie, mouvements, je veux dire, nos mouvements physiques, nos mouvements mentaux, nos pensées, nos paroles, nos vouloirs, tout ça n'est que réaction, je dirais même révolte contre l'enfermement. On ne veut pas se sentir enfermé. C'est un enfermement imaginaire, mais on y croit. Alors, il donne le ton à notre vie. On réagit toute la vie contre cet enfermement imaginaire, à secouer les barreaux de notre prison. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. C'est ça, la réaction contre l'enfermement. Sans voir, sans même se rendre compte une fois, si on tournait la tête en arrière, on verrait qu'on est déjà du bon côté des barreaux. Et on est là, laissez-moi sortir. Et l'autre côté aussi, c'est le bon côté. Pourquoi? Parce que la Terre est ronde et il n'y a rien qu'une série de barreaux. Vous pouvez aller d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. On n'est pas enfermé. Vous êtes enfermé nulle part. Et voyez comment ça a commencé, cet enfermement-là. C'est ça que j'appelais tout à l'heure le malentendu de base. Le malentendu de base qui nous fait vivre l'enfermement et la réaction contre l'enfermement. Ça paraît comique, mais quand on est pris dedans, c'est tragique. C'est tragique. Nos vies sont devenues lourdes. C'est pas normal. Et sans qu'il vous arrive de gros malheurs dans votre vie, voyez que comme on est là, assis tranquillement, si vous ne sentez pas une paix et une joie énorme couler en vous, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui le recouvre, comme la croûte par-dessus un volcan. On est du feu. C'est bouillonnant. Regardez tous les enfants. C'est du feu, c'est bouillonnant. La vie qui s'exprime au début. Regardez qu'entre l'an 0 et l'an 20 de votre vie, la capacité de s'émerveiller a chuté de façon dramatique à mesure que montait votre savoir. Ça ne vous donne pas un indice, ça. Plus on a accumulé du savoir, plus la capacité de s'émerveiller a chuté. Le problème n'est pas le savoir lui-même, c'est la croyance qui m'a fait dire « je suis » et après ça « je suis ceci, je suis cela ». Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, regardez, fouillez, creusez, creusez, creusez. C'est l'appel que je vous lance. Voilà. Ne pas accepter rien sans le remettre en question. Arrêtez de vivre dans la croyance. C'est ça, dans le fond. C'est arrêter de vivre dans les croyances. On est convaincu que parce que
On est sorti des églises ou des religions peut-être, ou des systèmes de croyances philosophiques, politiques ou peu importe, qu'on est sorti des croyances. Pas du tout. Parce qu'on n'a jamais quitté un instant la croyance de base. J'appelais le malentendu tout à l'heure. On ne l'a pas quitté. On est tous dans une grande secte. La secte des égoïstes. Et on est là qu'on cherche un système idéal pour vivre en société. On a essayé à peu près tous les ismes comme système pour vivre en société. Il n'y en a pas un qui fonctionne vraiment. Quel serait le système qui permettrait la vie harmonieuse d'une bande d'égoïstes? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, la paix dans le monde, oubliez ça. Tant que la croyance originelle n'est pas remise en question. On va juste refaire la même chose. Le tonneau des Danaïdes. On continue d'essayer de remplir le tonneau qui est percé. C'est sans fin. C'est sans fin. C'est pas une critique. Il n'y a rien à critiquer, il n'y a personne à blâmer. Comme je disais tout à l'heure, c'est du sport. C'est le sport divin, tout simplement. C'est le sport de l'existence. C'est pour la joie. C'est inutile. C'est ça qui est beau. Rendez-vous compte que tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites dans votre vie, à la fin, finalement, c'est complètement inutile. Vos vies au complet sont complètement inutiles. En fin de compte, c'est même pas utile ou inutile, ça n'a rien à voir, finalement. C'est du sport, c'est de l'art. C'est ça qui est beau dans l'art, c'est inutile. C'est ça qui le définit, finalement. Ça échappe au monde de l'utilité ou de l'inutilité, finalement. Notre vie, c'est ça. C'est ni utile, ni inutile. À un moment donné, vous voyez le monde, ce qu'on appelle le monde, l'univers, le monde. Vous voyez ça comme un symptôme, tout simplement. Un symptôme de la réalité. C'est exactement ce que les physiciens ont réalisé il y a près de 100 ans maintenant, dans la mécanique quantique, 1925-26, que ça a été formulé par Schrödinger, Heisenberg et compagnie, qu'on a réalisé que ce qu'on appelle une particule élémentaire, on les appelait élémentaires, parce qu'au départ, il y en avait 2, 3, maintenant, il y en a des centaines, c'est un peu gênant. Mais particule élémentaire, autrefois, on avait une image de quelque chose qui est localisé, encore une fois, et qui existe de manière continue dans l'espace et dans le temps, notre imaginaire d'un espace, le temps continu. Or, on s'est aperçu qu'il n'en est rien, que c'est simplement une manifestation locale dans l'espace et le temps au moment où une mesure est faite, d'une réalité qui échappe complètement à notre entendement, à notre raisonnement, qu'on a décrit à ce moment-là par une fonction d'onde ou des matrices, peu importe. Mais on s'est rendu compte que c'était pas du tout ce qu'on croyait la réalité. Ça fait 100 ans et on continue à vivre avec un cerveau newtonien encore aujourd'hui. Même les physiciens eux-mêmes, n'importe quel étudiant au niveau du bac en physique, il sait ce dont je parle actuellement. Parce qu'il doit faire la mécanique quantique dès les premières années. Donc, rationnellement, on a compris qu'il n'y a pas de choses dans l'univers. Ça, c'est la croyance de base qu'il y a derrière la science moderne. Parce que la science moderne est fondée sur une croyance aussi.
Ça n'enlève rien à sa beauté et à ses réussites sur un certain plan. Mais elle est fondée sur une croyance de base. Cette croyance qui dit que l'univers est fait de choses. C'est mignon, mais c'est faux. C'est sympathique, mais c'est pas vrai. Et on a commencé à se rendre compte de ça il y a 100 ans. On l'a compris ici, mais on ne l'a pas vraiment compris. Sinon, on ne vivrait pas comme des imbéciles, avec un cerveau newtonien, c'est-à-dire en dehors de la réalité, ne tenant pas compte de la réalité. C'est notre seule difficulté à vivre. Ce n'est pas les situations, c'est qu'on vit de manière irréaliste. C'est tout. C'est basé sur un malentendu à la base. Il n'y a pas de choses dans l'univers. L'univers, ce qu'on appelle l'univers, est un symptôme d'une réalité dont on ne peut rien dire, qui échappe complètement à tous les concepts, à tout notre savoir, à toute la mémoire, mais qu'on est. On n'a pas besoin de le savoir, on l'est. Alors je dis, regardez, regardez, regardez. Qu'est-ce qui va se passer si vous regardez? Vous allez voir. Mais on ne le fait pas. On regarde, oui, mais on regarde. On ne se laisse jamais entrer au-delà de la surface, au-delà du paraître des soi-disant choses, événements. Alors, en balayant du regard très vite, tout ça a l'air continu, tout ça a l'air vrai. Mais regardez, vous avez l'air vrai des personnes. C'est fantastique. Imaginez que dans 2 minutes, vous vous réveillez, vous voyez que finalement c'était un rêve. Vous êtes mort de rire. Ça avait l'air tellement vrai. Vous allez dire, oui, mais ça c'est le rêve. Là, on est dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par la vraie vie? Ce monde d'images, de croyances. Si vous n'aviez pas eu les 5 sens, montrez-moi le monde. C'est tout basé sur les impressions des 5 sens qui sont déposées dans la mémoire et que le cerveau a fait des liens entre chaque. On a bâti une image du monde, une image de soi-même que l'on continue à défendre jusqu'à son dernier souffle. C'est que des images. Pendant tout ce temps-là, la réalité est jamais affectée par ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas. C'est ce qui vous permet de voir les changements dans votre vie. C'est ce qui ne change pas. C'est pas que ça change pas parce que c'est éternel, c'est parce que ça n'a rien à voir avec le temps. Le temps est dedans ça, si je peux me permettre de dire ainsi. Ce qu'on est proprement intemporel. N'a rien à voir avec le temps. C'est pour ça que Maître Eckhart disait un jour, rien n'est plus éloigné de Dieu que le temps. Plus l'odeur du temps, plus l'imprégnation de l'odeur du temps, qu'il disait. Et regardez, vous en avez la manifestation tous les jours dans votre vie. Que chaque fois que vous vivez dans la conscience du temps, c'est douloureux. C'est douloureux. Ça vient ensemble. L'enfermement imaginaire dans un personnage, dans un rôle, dans une localisation. La conscience du temps et la douleur, la lourdeur, ça vient ensemble. Toujours, toujours. S'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le jeu, il n'y a pas l'enfermement.
Votre personnalité n'a plus aucun sens s'il n'y a pas le temps, s'il n'y a pas l'imaginaire du temps. Imaginez que vous êtes sans futur, là. Que même dans 3 secondes, ça n'existe pas. Votre personnalité n'a plus aucun sens. Essayez de souffrir. Tout de suite, là. Maintenant, là. Sans se référer à un moment à venir. Vous n'y arrivez pas. Essayez d'avoir peur. Tout de suite, là. Vous n'y arrivez pas davantage. Parce qu'on a toujours peur de quelque chose qui est dans l'imaginaire du temps. On a peur pour plus tard. Ah, vous allez dire, non, 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 j'ai peur de ce qui est là. Regardez mieux. Allez voir, vous avez peur que ce qui est là soit encore là après. Vous avez besoin de l'imaginaire du temps pour avoir peur, pour désirer, pour souffrir, pour vous lamenter, pour désirer, tout. Sauf pour la tranquillité. Vous n'avez pas besoin de l'imaginaire du temps pour la tranquillité. Comme on disait tout à l'heure, chaque fois que vous étiez profondément tranquille et joyeux, il n'y avait pas le temps. Et il n'y avait pas cet imaginaire personnel, qui est une convention très pratique, bien sûr, mais c'est une convention. Le moi, le je, c'est une convention. Alors, c'est une méprise tragico-comique qui est à la base de notre manière de vivre, habituelle. Je dis habituelle, pas normale. C'est pas normal. C'est-à-dire que c'est pas basé sur la réalité, sur la vérité de ce qu'on est. Notre manière de vivre n'est pas fondée sur la réalité. Les poètes védiques, à l'époque, ceux qui ont écrit les hymnes védiques, le Rig Veda, le plus vieux recueil de l'humanité, ils insistaient constamment sur la notion de réalité, vérité et immensité. Ils disaient Satyam, Ritam, Brihat. Sat, ça vient du verbe être, c'est ce qui est, tout simplement, la réalité telle qu'elle est. Ritam, c'est aussi la vérité, mais la norme, l'ordre cosmique, on aurait pu dire, la vérité en action, c'est-à-dire la manière de vivre fondée directement sur la réalité. Ça, Ritam. Brihat, l'immensité. Vivre dans l'immensité. Si vous vivez de manière simplement réaliste, je ne dis pas optimiste, vous n'avez pas besoin de devenir optimiste dans la vie. Être réaliste, ça suffit. De toute façon, les optimistes, c'est des pessimistes qui s'ignorent. C'est la même chose. Les gens qui passent leur vie à espérer, à vivre dans l'espoir, dans le fond, c'est des désespérés. Ils sont désespérés de ce qui est là. Alors, vous voyez que si votre vie émotionnelle, parce que c'est tout là que ça se passe, on a compris rationnellement, mais on n'a pas compris émotionnellement. Si votre vie émotionnelle n'est plus fondée sur ce qui n'est pas là, mais plutôt sur ce qui est là, automatiquement, vous vivez dans l'immensité. Et la question de la sécurité ne se pose plus. Toutes les questions inutiles ne se posent plus. Vous n'avez pas répondu aux questions, elles ne se posent plus. Ça, c'est la vraie réponse. C'est quand les questions ne surgissent plus. Trouver une réponse, c'est un cessez-le-feu. Ça ne va pas durer longtemps. Combien de réponses on a trouvées jusqu'à maintenant? Et alors, ça va mieux? Non. Ce n'est pas les réponses qui vont vous satisfaire. C'est quand les questions ne surgissent plus. Les questions ne surgissent plus dans un élan irrépressible de clarté, de lucidité. C'est tout. Quand vous voyez que vous n'avez pas, par exemple, il est 9 heures, vous réalisez que vous n'avez pas de train à prendre, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite, là, immédiatement? Mais rien. Ben,
C'est ça, la tranquillité. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à devenir. Rien. Rien de tout cet imaginaire. Vous êtes déjà tranquille et profondément joyeux. Profondément joyeux. C'est par manque de sensibilité qu'on croit devoir faire des choses pour se sentir vivre, se sentir exister, et que là, on tombe dans l'agitation. Alors, on veut retrouver la tranquillité. Dès qu'on l'a trouvée, on s'ennuie à nouveau. Alors, ça, il faut stimuler les désirs encore. Alors, on alterne constamment toute la vie entre l'agitation et l'ennui. Et on se lamente, on se lamente, on se lamente. Ça, c'est vivre la petitesse. Alors qu'on est fait pour vivre l'immensité. L'immensité. Ce qu'on est sans borne. Sans borne. Qu'est-ce qu'on a, ce morphone, dans des vies de petitesse? C'est ça, l'enfermement. On étouffe, on étouffe. Et on a fait des compromis énormes avec ça. Soyez complètement intolérant. Je dis bien intolérant pour toute forme de malaise dans votre vie, de mal-être. Regardez tout de suite, là, dès que vous sentez le moindre micro-malaise dans votre vie, regardez tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous allez voir que vous avez créé quelque chose d'inutile. Vous avez ramené sur le tapis un imaginaire qui au tout début n'était pas là. Si vous faites ça, juste regardez, regardez, sentir, sentir. Vous allez voir, très rapidement, les choses vont se dénouer. Vous n'avez rien à décider, vous n'avez pas de bonne résolution à prendre, vous n'avez pas besoin de changer le cadre de votre existence actuelle. Ça va changer de toute façon, mais, parce que la vie n'est que changement. Mais vous n'avez pas besoin de décider de changer pour devenir plus ceci, cela. Absolument pas. Juste regardez, les choses vont bien tomber à leur place. Si depuis que j'ai commencé à parler, je tiens ma jambe en l'air comme ça, c'est bien inutile et très fatigant. Je n'ai pas besoin de prendre des bonnes résolutions pour tenir ma jambe sur le plancher. J'ai simplement à prendre conscience tout d'un coup que, mon Dieu, mais c'est inutile, pourquoi je fais ça? Et dans l'instant, la jambe va reprendre, ou mon bras va reprendre sa place tranquillement, en faisant semblant de rien, évidemment. Pendant que je vous parle, vous voyez, le bras tout ça. Alors, une fois que le bras a pris sa place normale, ben, vous ne vous mettez pas à écrire votre biographie d'un éveillé, etc. Non, vous êtes juste devenu normal. Vous êtes redevenu normal. C'est-à-dire que vous avez réalisé que vous viviez comme un anormal depuis des décennies. Alors, quand vous réaliserez ça, là, que vous êtes normal depuis toujours, dans le fond, eh bien, n'en faites pas toute une opérette. Rentrez à la maison discrètement. Tout va bien. Il n'y a rien à déclarer, il n'y a rien à faire. Il n'y a personne à convertir. La vie est belle. Tout va bien. C'est fantastique. Parce qu'il n'y a rien à faire. Et dans ce rien à faire, eh bien, tout se fait avec ampleur, avec générosité, avec ardeur. Parce que ce qu'on est pure ardeur. Parce que là, les énergies qui avant étaient brûlées pour sauvegarder ce que vous n'êtes pas, deviennent disponibles. Disponibles pourquoi? Mais agir. Agir comment? Ben, regardez autour de vous. Vous allez voir. C'est ça qui va vous dire immédiatement comment agir. De quelle manière vivre.
s'il y a des enfants qui traînent dans votre maison, ben c'est ceux-là que vous allez nourrir. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de dire que c'est mes enfants. Tout... Non. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Chaque fois que vous allez dans la cuisine le matin, vous voyez toujours le même homme qui traîne là. Alors, c'est celui-là. C'est pas... Il est là par mégarde. Ça, c'est l'intelligence des situations qui vous dit comment vivre. À ce moment-là, votre vie ne vient plus d'un vouloir, qui est toujours la mémoire. Voyez comment on vit de manière volontariste, constamment. Voyez comment on vit de manière volontaire. On est continuellement en train de vouloir qu'il arrive ceci plutôt que cela. Mon Dieu, que c'est fatigant. À un moment donné, vous ne voulez plus qu'il arrive ceci plutôt que cela. La vie devient légère et tout va bien. Vous allez dire, ouais, mais s'il fait ça, là, ça ne va pas être le chaos. Bon, c'est pas le chaos actuellement. Dans notre manière de vivre normale, essayez. C'est pas nécessaire de vouloir qu'il arrive ceci ou cela dans votre vie. D'ailleurs, chaque fois que vous voulez quelque chose, ça vient de votre mémoire. Essayez de vouloir quelque chose qui n'est pas déjà dans votre mémoire. Essayez. Dites-moi une chose que vous pourriez vouloir qui ne soit pas déjà dans votre mémoire. Je vais vous dire tout de suite, menteur. Vous voyez? Et après ça, on se plaint que il ne se passe jamais rien de frais dans nos vies. Et bien sûr, on veut des choses, et vouloir, c'est la mémoire. Donc, chaque fois que je veux quelque chose, je veux refaire le connu. C'est pas malin. Chaque fois que vous voulez quelque chose, vous voulez refaire le connu. Pourquoi? À cause d'un malentendu qui a fait établir cette trame et se prendre pour quelque chose qu'on n'est pas et vouloir la sécurité de cette chose. Et la sécurité veut dire le connu. On n'a pas peur de l'inconnu. On a peur de perdre le connu. Alors, on s'agrippe. On ne veut pas lâcher le morceau. De toute façon, à la fin, c'est le morceau qui va vous lâcher. Faites-vous-en pas. Tout le monde ici aura une belle mort. C'est une prophétie. Tout le monde aura une belle mort. Tout le monde a un beau réveil. La nuit, quand vous sortez de votre cauchemar, là, c'est magnifique. Tous les personnages du rêve, là, qui étaient angoissés, qui se bagarraient, en un instant, au moment où vous vous réveillez, ben, tout le monde meurt. C'est Armageddon. C'est l'Apocalypse. Et pourtant, vous êtes mort de rire. Vous êtes... Ah. Ça, c'est la vraie compassion dans la vie. La vraie compassion, c'est d'abord de sortir soi-même du cauchemar et, ce faisant, d'aider les autres à sortir de leur cauchemar. Ça, c'est la vraie compassion. Dire la vérité, si vous la connaissez. Quelqu'un va demander un jour, est-ce que je devrais toujours dire la vérité? Ah, bien sûr, si vous la connaissez. Qu'est-ce que c'est que dire la vérité? Hein? On a des concepts là-dessus aussi. Comment on peut reconnaître la vérité? C'est profondément tranquille et joyeux, la vérité. On reconnaît l'arbre à ses fruits, dit-on. Hein? Un arbre pourri ne peut pas donner des bons fruits et vice-versa.
Alors, c'est la grande affaire de notre vie à un moment donné. Si vous êtes vraiment passionné par vous-même, par votre vie, par l'existence, par le cœur même de la vie, si vous êtes vraiment passionné, ça va vous venir de plus en plus de regarder, de vous regarder vivre. Pas comme un obsédé, pas pour vous analyser, juste regarder. Comme un enfant, il regarde parce qu'il est passionné. Et le silence va vous venir à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de pratiquer de la méditation. Il n'y a pas de pratique là-dedans. Le silence, il ne vient pas d'un effort, il ne vient pas d'une pratique, il ne vient pas d'une répétition. Le vrai silence, il vient de la passion. Quand vous êtes passionné, vous êtes silencieux. Quand vous êtes émerveillé, vous êtes silencieux. Quand vous êtes étonné, quand vous êtes amoureux, vous êtes silencieux. Vous n'êtes pas en train de bavarder. Vous n'êtes pas en train de récapituler, de projeter, de désirer. Le silence vient de votre passion. On est des êtres de passion. On est fait pour vivre passionnément, extrêmement, sans compromis. Allez-y, lancez-vous. Les gens qui s'emmerdent dans la vie n'ont aucune chance. N'ont aucune chance. Alors imaginez-vous les gens qui s'imposent des programmes spirituels, des pratiques. Il n'y a aucune chance de déboucher sur quoi que ce soit de vivant. C'est la passion. La liberté commence par la liberté, pas par l'esclavage. Alors, il n'y a plus de « il faut »,« il ne faut pas ». Ça appartient à l'imaginaire du malentendu de base. Il faut pas. Vous n'avez rien à devenir. De toute façon, malgré tout ce que vous pourriez en penser ou vouloir, vous n'allez jamais rien devenir de plus que ce que vous êtes là maintenant et que vous avez été de toute éternité. Je dis toute éternité, en réalité, c'est au-delà du temps, mais ça paraît bien dire de toute éternité. C'est un imaginaire, ça aussi, l'éternité. C'est pas éternel, c'est intemporel. Par rapport à l'histoire que vous voyez à la télévision, vous faites jouer un film là, sur votre DVD, il y a le temps. Ça dure 2 heures, ça paraît durer 2-3 ans là, dans l'histoire. Et par rapport au temps qui se déroule, la réalité même du DVD est intemporelle. On pourrait dire le DVD est éternel. Waouh! C'est bien beau, mais en réalité, la réalité du DVD n'est pas prise dans le temps de l'histoire. C'est le contraire. Alors, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas pris dans le temps. Vous n'êtes pas pris dans votre agenda, dans les il faut pas. Il ne va jamais rien vous arriver de mal. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais rien vous arriver. Il n'arrive rien aux rêveurs. Et pourtant, tout a l'air d'arriver. C'est du sport. C'est du sport. Il n'y a rien de vraiment tragique dans la vie. Il n'y a personne d'indispensable non plus. Comme je disais tout à l'heure, nos vies sont complètement inutiles. On dit, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et continuent de se remplir. Alors, moi, je n'ai pas de programme à proposer. Je n'ai pas de solution
à vous proposer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. Je dis simplement, voyez l'énergie qu'on brûle à essayer de résoudre un problème inexistant. Voyez ça. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je vous écoute. On est là pour regarder ensemble. Regardez qu'est-ce qui est encore laborieux dans nos vies. Quand on ne t'écoute, plus rien. Juste en écoutant, comme ça, on se sent dans un moment de grâce. Et après, on a tout compris. J'étais écoutée parler il y a 3-4 ans, il y a quelques années. Je n'avais rien compris. Je disais de quoi il parle, qu'est-ce qu'il sait, comment je peux traduire dans ma tête ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, en instant de grâce, je trouve que tout ce que tu dis, c'est tellement vrai. Ouais, ça résonne. Mais bon, on sort d'ici et on revient à nouveau à la jambe. Je ne sais pas qui c'est. Mais c'est sûr que quand vous n'avez rien compris, c'est mieux de ne pas revenir. Et si vous avez tout compris, c'est aussi bien de ne pas revenir non plus. C'est entre les deux, dans l'entremou. Il faut voir comment ce qui est sans borne est tout de suite récupéré et on en fait quelque chose. C'est un réflexe en nous qu'on a acquis depuis le début, de vouloir enfermer, d'en faire un savoir. Ah, c'est ça. On voudrait tellement là, pouvoir sortir d'ici, peut-être ce soir, je ne sais pas, avec une forme de compréhension, là, puis pouvoir la mettre dans sa poche, ou de la traîner laborieusement jusqu'à demain matin. Ouf! On a réussi à s'en rendre sans qu'elle se détériore. Imaginez la semaine prochaine, on va jamais s'y rendre. Et que quand je serai tracassé, quand je serai embêté, quand ça ira mal dans ma vie, je vais essayer d'ouvrir ça. Wow. Mais non. Ce sera déjà foutu. C'est chosifié, c'est des photos. On vit dans un univers de photos. Vous savez, les photos, c'est vrai au moment où elle est prise. L'instant d'après, elle n'est plus vraie. Si vous n'êtes pas convaincu, attendez 10 ans, 50 ans. Vous allez voir. Ça, on vit dans un univers de photos qui ne sont jamais vraies, sauf dans l'instant où elles sont prises. Alors, je me demande bien pourquoi on prend des photos. Mais si c'est ainsi fait, la nature humaine, est-ce que soit nous les acceptons, comme tu dis, on vit dans les mentales fractionnés? Même pas, il n'y a rien à accepter. Même pas ça. Il n'y a pas à accepter. Pour accepter, il faut d'abord être quelqu'un. Qui va accepter? Il n'y a personne qui pourrait accepter ou refuser. La véritable acceptation, c'est de voir qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité que ce qui est là. Il n'y a pas d'autre possibilité. Votre vie, jusqu'à maintenant, était complètement inévitable. Ah, quand vous voyez ça, eh bien, compagnie, repos. Vous n'aviez pas le choix d'être ici ce soir ou d'être ailleurs, et moi non plus. Quand vous voyez ça, mais si, au même moment où vous voyez ça, vous tenez encore quelqu'un en vous, là, vous allez dire, « Ah, mais c'est du fatalisme, ça. » Si vous croyez encore être quelqu'un et vous voyez que vous n'avez pas le choix, ben là, vous avez un problème. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Parce que ce que vous êtes est sans borne et pure liberté. Alors, vous n'acceptez pas d'être quelqu'un qui n'est pas libre. Mais par mégarde, malentendu, vous voulez être quelqu'un de libre. C'est foutu, ça, quelqu'un de libre. Quelqu'un, on veut dire quoi par quelqu'un? On veut dire une montagne de conditionnement. C'est ça, quelqu'un. Hein? Moi, ce que je suis là, ce que je crois être, c'est mes conditionnements, mes valeurs. Hein? Les gens veulent transmettre leurs valeurs à leurs enfants. Ils veulent transmettre leur conditionnement.
Alors, si vous regardez ça, ce que vous croyez être vos conditionnements, c'est que ça. C'est que des conditionnements. Quelle liberté il y a à attendre là-dedans? Aucune. Vous êtes pure liberté. Vous n'êtes pas quelqu'un de libre. Ça n'a rien à voir, quelqu'un libre. Alors, je trouve que justement, plus on voit les conditionnements, plus il y a de la souffrance. Au début, oui. Parce que vous vous voyez encore comme quelqu'un qui est le jeu de ces conditionnements-là. Mais regardez encore un peu, et vous voyez que vous ne faites qu'assister à tout ça. Vous n'êtes pas pris par ces conditionnements-là. Vous ne l'avez jamais été. Vous n'avez pas à vous déprendre de vos conditionnements. Ça, c'est un piège énorme que vous devez vous défaire de vos conditionnements. Non, ils ne vous concernent pas. Mais est-ce que c'est comme une sorte de dissociation dans le cerveau entre ce que j'observe, les conditionnements, et tout d'un coup il y aurait comme une émergence de cette partie qu'observe? Parce que il faut bien que ce soit séparé, ces deux choses. C'est apparemment séparé. Au départ, dans le premier temps, ça apparaît comme séparé. Puis après ça, vous voyez qu'il n'y a rien de séparé. Mais oui, au départ, parce qu'on s'est pris pour quelqu'un qui fait, qui agit, qui veut, à un moment donné, ça paraît être une séparation de voir que dans le fond, vous n'avez fait qu'observer tout ça, toute votre vie. Il y a un très beau verset du Rig Veda, qui a été repris d'ailleurs dans une Upanishad, qui dit « Deux oiseaux, compagnons unis, étreignent un même arbre. L'un des deux mange du fruit délicieux, et l'autre, sans manger, regarde intensément. » Tout est là. Tout est dit là. C'est pas une pratique qui est suggérée là. C'est pas une prédication. C'est simplement une description. Regardez. Les deux oiseaux compagnons unis. Ça a l'air d'être deux oiseaux. Hein? C'est écrit au duel en sanskrit. Vasuparna. Deux oiseaux. Et regardez l'oiseau qui mange du fruit délicieux. C'est cette tendance en nous, ce mouvement incessant qui veut tout prendre, tout attraper, tenir. Et l'autre, c'est ce qu'on est, hein, profondément. L'autre, sans manger, il regarde intensément. Voyez que toute votre vie, vous n'avez fait que ça. Dans l'instant même, au moment où je vous parle, vous ne faites que ça et rien d'autre que ça. Vous regardez intensément. Regardez, écoutez, etc. Vous êtes pure attention. Pure lumière consciente. Et à un moment donné, donc, ça paraît être une séparation, hein? Et pourtant, non. Ça paraît être une séparation au moment où vous réalisez « Ah, mais j'étais en train de rêver. » Vous avez l'impression de vous séparer de votre rêve. Hein? À ce moment-là, vous échappez à votre rêve. Puis l'instant d'après, vous dites « Mais non, mais c'était moi, ce rêve-là. » Vous voyez, c'était pas deux. Que les personnages du rêve et le rêveur, c'était pas deux réalités. Eh bien, à un moment donné, vous voyez le même phénomène. J'avais l'impression d'une séparation, d'un isolement. C'est pour ça que Patanjali, dans son Yoga Sutra, parlait de Kevalya, l'isolement, hein? Le Purush qui s'isole de la pratique. Apparemment, il y a comme une séparation, une distanciation de la vie phénoménale. Mais si vous regardez encore un peu mieux, vous voyez que tout ça, c'est du sport. C'est du sport. C'est comme un rêve. C'est un beau rêve. Alors regardez, quand vous réalisez que vous êtes en train de rêver, votre rêve peut continuer. Mais là, vous êtes mort de rire. Hein? Regardez que instantanément, vous acquérez tous les pouvoirs sur votre rêve, sur les personnages et les circonstances du rêve.
tous les pouvoirs qui sont décrits dans les textes anciens, là. Vous pouvez devenir invisible, vous pouvez voler, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez instantanément dans votre vie. Pourquoi, d'un instant à l'autre, vous avez acquis tous les pouvoirs? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet instant magique? Il s'est passé quelque chose. L'instant d'avant, vous étiez en train de subir les circonstances de votre cauchemar. Un cauchemar, vraiment. L'horreur. Regardez ce qui se passe dans le monde. L'horreur. Vous étiez les jouets, le jeu de ça. Et en un instant, vous êtes mort de rire, premièrement. Vous en riez de tout ça. Vous n'êtes plus rien d'affecté par ça. Et en plus, vous avez plein pouvoir là-dessus. Vous devenez omnipuissant, omnipotent, omniprésent, omniscient. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Par rapport à votre rêve, vous devenez omnipuissant, omnipotent. Vous avez tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus aucun doute sur ce que vous êtes. Vous n'avez plus aucun doute. Il y a une certitude absolue de ne pas être cette restriction que vous croyez être l'instant d'avant. Et ayant levé la restriction et n'ayant aucun doute, je dis bien aucun doute, tous les pouvoirs sont là. C'est pas malin. Je dis les pouvoirs. Vous avez des pouvoirs sur votre imagination, c'est tout. C'est, si je peux me permettre le mot Dieu, c'est l'imagination de Dieu, tout ça. Mais dire ce mot-là, on voit quelqu'un là-bas et nous, on est ici. Oubliez ça. C'est vous. C'est vous. En écartant le monde du devenir pour essayer de discerner Dieu, vous n'allez jamais rien voir. Parce qu'en écartant le monde, vous venez d'écarter Dieu. Bon, oubliez le mot Dieu, là. En écartant le rêve, vous venez d'écarter le rêveur. C'est la même chose. Il n'y a pas de distance. Donc, fin des efforts. Parce qu'il n'y a pas de problème à résoudre. L'effort est le signe de l'erreur, de la méprise, du malentendu. Chaque fois que vous avez l'impression de devoir faire un effort, arrêtez-vous un moment. Demandez-vous, mais pourquoi vous devez faire un effort là? Pourquoi? Vous allez voir. Vous allez voir clair. Et quand vous voyez clair, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. Les énergies sont dégagées. Quand vous êtes amoureux, vous avez besoin de faire des efforts pour aller voir votre bien-aimé? Non, vous n'avez pas besoin de discipline. Si vous avez besoin de discipline, posez-vous la question. Ça vient après quelques années. Est-ce qu'on peut rester dans cette conscience de témoin comme ça pour essayer Non, d'aller? Impossible. Personne. Personne. Mais Vous ne pouvez pas rester dedans parce que vous n'êtes pas dedans et parce que c'est pas dans le temps. Alors, oubliez ça, l'idée de rester. Donc, on n'aura que des flashs comme ça, avec perception. C'est quelque chose qui peut s'effondrer, quelque chose d'inutile qui s'effondre. Regardez, c'est comme si on demandait, est-ce qu'un jour le soleil sera toujours là? Mais il est toujours là. Il n'y a pas besoin qu'un jour il devienne toujours là. C'est qu'à un moment donné, les nuages s'écartent. Les images. Les nuages s'écartent. Ah, le soleil est apparu. Mais non, les nuages se sont écartés. Soyons clairs. Alors, la question serait plutôt, est-ce qu'un jour, c'est possible que les nuages soient complètement écartés? C'est possible.
C'est une bonne question. J'ai encore des questions, ça veut dire que je ne suis pas dans les barrières. Encore une fois, ça a très peu d'importance. C'est possible, mais tant que le corps est là, le corps il est conditionné. Il va y avoir des conditionnements. Mais si ceux qui construisaient l'enfermement ne jouent plus, vous n'êtes plus affecté par ça, c'est qu'un peu comme si vous étiez élevé au-dessus de la couche des nuages. Allez sur le Salève, vous voyez, tout le monde à Genève est encore dans le brouillard, mais vous, vous êtes mort de rire. Le soleil est là éternellement. Voilà. Vous voyez que vous n'aviez pas à devenir quelque chose. Vous n'aviez rien à réussir. Vous n'avez pas de train à prendre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Expliquez-moi quelle pratique je devrais faire pour ne pas aller à la gare, mais rien. Dites-moi donc quelle serait la voie la plus courte pour moi, pour aller de chez moi à chez moi. Vous y êtes. Ah bon? Mais c'est ça, les pratiques spirituelles. C'est une arnaque. C'est une trappe. Il n'y a rien à devenir, il n'y a rien à faire. Regardez, c'est tout ce qu'il y a à faire. Regardez ce que vous construisez d'inutile. Ça suffit. Hein? Comme je disais tout à l'heure, c'est inutile. Si vous le voyez, c'est tout. Mais regardez, c'est déjà une pratique spirituelle. Quand tu dis Même pas creuser et regarder. Oui, au départ, bien sûr, ça commence comme ça, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Si on s'est déjà défini comme quelqu'un, on n'a pas le choix de tout d'un coup dire « Mais non, je ne suis pas quelqu'un. » Là, on se ment au carré, là. Hein? Alors, bien sûr, ça va avoir l'apparence d'une démarche volontaire au À un départ. moment donné, ça. Mais ça ne l'est pas, dans le fond. C'est un mouvement en vous. Les mouvements volontaires, c'est des mouvements des énergies de la vie. Hein? Il y a des courants qui traversent ici. J'ai tracé une frontière artificielle ici, là, puis dire ce qui est dedans, c'est moi, ce qui n'est pas dedans, c'est pas moi. Puis là, il y a un courant qui passe. Je dis « Ah, j'ai eu une idée! » Mais non, t'as rien eu, il y a un courant qui est passé. Voilà. J'ai décidé cela. T'as rien décidé. Il y a quelque chose qui est arrivé, là. Vous voyez, vous vous levez le matin en disant « J'ai décidé ceci dans ma vie. » C'est faux. C'est une mauvaise lecture de ce qui est arrivé. On reprend la scène, prise 2. Voilà. Vous vous réveillez, regardez au ralenti, là. Ils font ça dans le sport, hein. On revoit le ralenti. Vous voyez? Au lieu de dire il y a une prise de conscience, au lieu de dire j'ai décidé ceci, qui est déjà fait appel à la mémoire, au malentendu de base, vous réalisez tout simplement il va arriver ceci. Ça, c'est plus vrai. Vous n'avez pas fait intervenir un personnage faux et inutile. Il sera utile, le personnage, plus tard. Vous passez à l'aéroport, vous demandez qui vous êtes, montrez votre passeport. C'est tout. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Il n'y a rien à vouloir. De toute façon, c'est pas comme si vous aviez le choix. Vous n'avez pas le choix de vouloir les choses que vous voulez ou d'en vouloir d'autres. Alors, c'est où le libre arbitre là-dedans? C'est un concept très pratique, le libre arbitre, pour empêcher l'engorgement des hôpitaux psychiatriques. C'est tout. Ça sert à ça. C'est très utile. Ça sert à ça. Parce que beaucoup de gens viendraient fous s'ils n'avaient pas cet imaginaire d'être quelqu'un de libre. De croire que parce qu'à tous les 4 ans, ils vont choisir entre les républicains et les démocrates, entre les rouges et les bleus, qu'ils sont quelqu'un de libre. Ou de croire que dès qu'il me vient une idée, j'ai la liberté de l'exécuter. Non. On ne fait qu'assister à tout ça, à tout ce cirque-là. Là est la liberté, dans le regard. Ce qu'on est pur regard.
pur regard. On n'est rien d'autre que ça. Tout le reste n'est que prétention. Prétention monstrueuse qui nous rend la vie misérable parce qu'on y croit. C'est tout. Vous voyez, c'est dramatique, mais dès que vous voyez clair, c'est comique. Mais parce que vous voyez clairement et vous voyez la comédie dans tout ça, ça ne veut pas dire que vous sortez dehors, votre voisin vient de perdre sa femme. Non. Vous jouez votre rôle. Tant que le corps est là, il y a un rôle à jouer. Alors, vous agissez selon l'intelligence de la situation. Il y a une compassion. Ça ne veut pas dire que vous souffrez avec votre voisin, mais vous sentez sa souffrance énormément. Et vous n'allez jamais rien faire qui va alourdir la vie de qui que ce soit. C'est ça, dire la vérité. C'est rendre la vie légère à tout le monde. Votre enfant de 3 ans vous pose une question, vous lui dites la vérité, mais pas nécessairement la vérité conceptuelle. Vous lui dites ce qui lui convient. C'est ça, dire la vérité. Faire ce qui convient. Ce qui convient, ben, c'est la vie. La vie qui est sans borne, qui est pure joie. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour trouver la joie. Ah, on agit pour trouver la joie, alors que c'est exactement le contraire. C'est la joie qui nous fait agir. On cherche en avant, puis on ne voit pas que ce qu'on cherche, c'est derrière, ça nous pousse à chercher. C'est paradoxal, c'est très drôle. Je vous dis pas, on est très drôle. Ah, oui? J'avais juste, pendant que tu parlais, il y avait un moment dedans, comment le faire maintenant? Si c'est le présent, comment le faire maintenant? Comment faire vivre tout ça maintenant? Eh bien, si... Et oui? c'est quand tu as dit le mot regard passionné, que ça s'est enflammé. Et voilà. Exactement, c'est ça. La réponse est dans la question. Parce que si vous êtes vraiment frappé, comment dire, ébranlé par tout ça, pas parce que je dis, par ce qui est réveillé en vous dans l'instant même, si vous êtes vraiment ébranlé par ça, une passion qui est là, et automatiquement, votre cœur y est. Votre cœur, votre esprit y est. Et ça va devenir la grande affaire de votre vie, la seule affaire de votre vie, dont les autres ne sont pas séparés de toute façon. Vous continuez à faire tout ce que vous faites dans vos journées, mais vous êtes attentif. Vous êtes attentif. Et ça devient la grande affaire de votre vie, et c'est inévitable que ça va se désencombrer. Le Christ disait il y a 2000 ans, « Là où est ton cœur, non, là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Ce qui a de la valeur pour vous, vous y allez sans effort. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour vous? La passion est là. Si vous êtes passionné par la musique, vous n'avez pas besoin de faire des efforts le matin pour vous donner à la musique. Vous auriez besoin d'efforts pour ne pas vous donner à la musique. C'est un peu ça. Les gens s'imposent des disciplines pour essayer de devenir libres. Et en réalité, normalement, ça demanderait de la discipline pour ne pas vivre libre. Mais on vit en porte-à-faux. Est-ce qu'on peut dire qu'on confond la passion avec l'obsession, l'obsessivité? Oui, dans
Dans l'obsessivité, là, ou l'obsession, il y a quelqu'un qui est obsédé. Dans la passion, il n'y a personne qui est passionné. C'est ça la différence. Je ne sais pas si je vous ai bien compris à propos du regard de l'enfant qui est émerveillé à chaque instant et donc il n'a pas vraiment la mémoire des choses. Et nous qui sommes encombrés par une grande, grande mémoire des choses et de comportements, comment peut-on arriver à ce... Parce que être passionné, c'est pas difficile, je m'en excuse, c'est même le plus facile, mais c'est en fonction... C'est le plus facile, mais c'est en fonction de nos mémoires. Moi, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, parce que vous avez comparé les enfants qui sont émerveillés parce qu'ils sont tout neufs, ils n'ont pas une mémoire, ils n'ont pas reçu l'éducation suffisante. Oui. Et puis, une fois adulte, on a beaucoup de mémoire et on est pourtant passionné. Oui, bien sûr. Mais alors donc, on est conditionné par tout le temps par la mémoire. Comment peut-on faire avec cette... Enfin, est-ce que vous avez vraiment parlé de mémoire ou de cette mémoire-là, quoi? De savoir ou de mémoire, oui. Mais le problème, c'est pas la mémoire elle-même. C'est de croire, c'est de prendre la carte pour le territoire. C'est ça la difficulté. D'accord. La mémoire elle-même, c'est très utile, non? Bon. C'est encore utile. Mais on est comme un volcan qui le dessus, c'est de la roche solide, hein? Mais le volcan n'est pas mort. Donc, tous les jours, vous avez des moments de grâce, des moments de complète ouverture, et on ne les remarque pas parce que c'est pas chosifiable comme tel. Quand je disais tout à l'heure, votre journée est discontinue. Hein? Les perceptions ne se touchent pas toutes les unes les autres, là. Mais ces interstices-là ne peuvent pas faire l'objet d'une mémoire. Exactement comme le sommeil profond. Vous dites, ah, mais il n'y avait rien. C'était pas rien. Mais vous dites, il n'y avait rien. Parce que ça ne peut pas faire l'objet d'un souvenir comme tel. On dit, il n'y a rien. Rien, c'est un concept aussi. Ça n'existe pas, rien. Il n'y a ni des choses, ni rien. La réalité est ni quelque chose, ni rien. Rien, c'est un concept. C'est une réponse du cerveau pour éviter de devoir dire « je ne sais pas ». On dit rien. On dit rien. Voilà. Alors, on est comme un volcan. Le savoir, il s'est chosifié et parce qu'on y croit, ben, il est sur le dessus du volcan. Mais c'est encore bouillant dedans. C'est pour ça qu'on a des moments tous les jours où on est vraiment clairement vivant. C'est des micro-moments. Alors, ça ne donne pas le ton encore. Ça ne opère pas une transformation. Ça ne fait pas fondre les résidus. Ça ne fait pas fondre la croûte sur le dessus du volcan. Ça passe trop brièvement. Mais s'il n'y avait pas ces petits moments-là, après quelques jours, on mourrait. Je vous jure. Je vous jure. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de sommeil profond, au bout de quelques jours, on serait mort. Hein? Les médecins vont vous l'expliquer à leur manière. Pourquoi pas? Mais en réalité, c'est parce que vous retournez clairement à ce moment-là dans ce que vous êtes. Ben, vous y êtes toujours, mais vous cessez de tricoter l'inutile à ce moment-là. C'est pour ça qu'on se repose. C'est pour ça qu'on se repose. On arrête de vouloir des choses. On arrête de vouloir résoudre un problème inexistant la nuit. On va recommencer demain matin. C'est ça qui va arriver demain matin. En sortant de la salle. Qu'est-ce qui va arriver? Tout ce qui va vous arriver. S'il n'y a rien à faire, pourquoi ne pas s'asseoir, regarder la télé tranquillement, manger une pizza au lieu de venir ici, par exemple? Pourquoi pas? On a tous la sensation qui vient. Si ça vous vient, mais je vous dis, vous n'avez pas le choix d'aller manger une pizza devant la télé ou de venir ici. Si vous aviez eu le choix, vous seriez allé manger une pizza devant la télé. Et moi aussi, d'ailleurs.
ça ne va pas arriver que vous allez vous asseoir et plus rien faire. Pourquoi? Parce que la vie n'est que mouvement, n'est que changement, transformation, mouvance. La vie n'est que mouvance. Alors ça, c'est un faux argument de dire « Ah, mais je ne veux plus rien faire, il ne va plus rien arriver. » Essayez. Essayez. Si vous ne prétendez plus rien, quoi que ce soit là, vous ne prétendez plus rien sur vous-même, ce qui vous vient, faites-le, c'est ça qui est juste. Mais si vous ne prétendez plus rien, pour s'asseoir et ne plus rien faire, il faut déjà prétendre être quelqu'un qui ne doit plus rien faire. C'est une prétention. Faites-le. Vous allez vivre avec les conséquences de ça. Comme vous vivez avec les conséquences de toutes vos prétentions. On vit avec les conséquences de ses propres prétentions. Alors, on n'a pas à bâtir l'image de quelqu'un de libre, l'image que je suis ceci, je suis l'âme du monde. Non, non, non. Sans image, vous êtes déjà ce que vous êtes. C'est tout. Vous n'avez rien à rebâtir. Vous n'avez même pas rien à débâtir. Juste regardez. Si vous regardez bien, vous allez voir que tout va bien. C'est tout. On regarde mal et on dit « ça va mal ». Si vous regardez bien, vous allez voir que ça va bien. Oui, on regarde de manière maladroite. C'est pour ça qu'on est devenus des penseurs maladroits et donc des acteurs maladroits. Il n'y a personne qui est coupable de quoi que ce soit. C'est de la maladresse. Un criminel, il pense qu'il n'a pas d'autre choix pour devenir tranquille que de faire ce qu'il a fait. Et la société, elle n'a pas le choix de le laisser faire ou de ne pas faire. Alors on le met en prison un petit bout de temps. Mais on n'a pas de jugement moraux à porter sur qui que ce soit. Parce que si on était à sa place, on ferait exactement la même chose. La preuve, c'est ça qu'il a fait. Alors, il n'y a pas à juger qui que ce soit, y compris soi-même, ni à condamner qui que ce soit. Il reste quoi? L'action. Vous ne jugez plus, vous ne condamnez plus, vous exécutez. On part. Trêve de suspense. Fini les intermédiaires inutiles. Quels intermédiaires? Juger et condamner, c'est inutile, il suffit d'exécuter. Oui, c'est ce que voulait dire Jésus, le Christ, hein, quand il disait que votre langage soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. C'est simple, la vie. La vie, c'est tac-tac. Vous n'avez pas besoin de penser très longtemps sur ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire. C'est direct, parce qu'il n'y a plus le brouillard, tout simplement. Ce qui vous porte à agir, ce fut toujours l'émotion. C'est l'émotion qui vous a fait agir dans la vie. Jamais la raison. Jamais. Y compris pour faire des choses rationnelles, apparemment. C'est l'émotion qui vous a porté. Ah, la raison vous a souvent empêché de faire des choses. Dieu merci. Mais elle ne vous a jamais poussé à faire des choses. Surtout des choses importantes. On est des êtres de passion, d'émotion. Et toutes les émotions se réfèrent à une émotion primordiale, première. L'émotion qui est là avant même de voir qu'on existe et qui éclate quand on réalise qu'on existe. Oh, c'est une émotion. L'étonnement. L'étonnement. Regardez, c'est l'émotion qui est là chez tous les enfants. L'étonnement.
chez les animaux aussi. Au départ, nos vies manifestées là, dans ces corps-là, c'est de l'étonnement. C'est la cause profonde de nos incarnations, c'est l'étonnement. On est venu découvrir, explorer, jouer, jouer, jouer. On est là pour jouer, et rien d'autre que ça. Vous voyez qu'on est complètement à côté de la plaque, hein, en se morfondant, comme on le fait là. Mon Dieu, on n'est pas fait pour vivre comme ça. Il y a une autre manière de vivre. Mais c'est pas très compliqué. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est pas habituel. C'est pour ça que c'est très facile que, comme on disait, en sortant de la salle, on va glisser. C'est pas grave, c'est un jeu. C'est pas grave. De toute façon, tout va bien. De toute façon, tout va très bien. Les animaux aussi, Aussi quoi? ils restent dans cet émerveillement complètement, parce que nous, avec l'âge, on perd cette faculté de s'émerveiller, mais les animaux, peut-être qu'ils restent. Non, mais il y a une différence. Les animaux sont plus tranquilles que les êtres humains. Les plantes sont encore plus tranquilles que les animaux. Et les pierres sont plus tranquilles que les plantes. Mais Il n'y a pas plus tranquille qu'une pierre, je vous jure. Et pourtant, on sent bien qu'il y a une différence entre une pierre et un être humain qui vit complètement désencombré de lui-même. C'est quoi la différence? La joie. Il n'y a pas de joie dans la pierre. En tout cas, elle n'en donne pas des symptômes. Mais la joie se manifeste dans l'être humain. Pourquoi? Je regarde et j'en vois, mais c'est moi cette joie-là, justement. C'est pas l'imaginaire de la pierre. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien dit. il n'y a pas de joie dans la pierre. Non, oui, le système pierre ou l'animal, il n'y a pas la même joie. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la même prise de conscience de soi. La joie est inévitable. Ce qu'on est pure lumière consciente. Et en même temps, de manière irrépressible, conscience veut dire prise de conscience de soi-même, toujours. Et c'est là qu'est la joie. Or, le système nerveux qu'on a permet la prise de conscience de soi-même. Mais vient, on dirait, un prix avec ça, c'est l'enfermement. Je réalise, j'existe, prise de conscience de soi-même, c'est capital dans la vie d'un être humain. Et l'instant d'après, j'existe. Il y a comme une fermeture, un enfermement. Et ça va prendre des décennies, habituellement, quand on y arrive, des décennies à désencombrer tout ça. Et à ce moment-là, là, il reste la joie. C'est très différent, la vie d'un être humain qui a encore le corps, là, et qui n'a plus l'illusion. C'est très différent, ça, par rapport à la colonne de béton qui est là. La joie est la différence. La joie. Parce que la joie, c'est le parfum de ce qu'on est. C'est pas le résultat d'une action, d'une démarche. C'est pas quelque chose qui va nous arriver un jour, la joie. C'est le parfum même de ce qu'on est, qui est au-delà de l'idée d'exister, de ne pas exister. Vous n'avez rien à faire pour trouver la joie. Regardez comment vous vous y prenez pour la ruiner. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous allez voir que vous êtes très créatif. Vous n'avez rien à bâtir, rien à devenir. Repos. Repos. Mais repos qui est un mouvement. C'est un mouvement et un repos. C'est vivant. C'est vivant. Vous êtes infiniment vivant. Oui.
quelqu'un qui ne se prend pas pour quelqu'un, qui est établi dans la tranquillité, dans une totale acceptation de ce qui est, etc. Et à ce moment-là, si mon fils meurt, est-ce que j'éprouve de la douleur? Est-ce que si ma compagne me quitte, est-ce que je suis triste? Ou Tu vas sentir y a la pas de tristesse. problème? Non. Tu n'es pas insensible. Tu n'es pas dépourvu d'émotion, au contraire. Tu vas éprouver autant, sinon plus qu'avant. Tu vas sentir la tristesse. Il y a la tristesse, mais tu ne vas pas bâtir l'image de quelqu'un de triste. C'est pas du tout la même chose. Si tu restes avec une émotion, tu suis l'émotion. C'est vivant, c'est vivant. Il n'y a pas la souffrance là-dedans. Tu peux ressentir la tristesse et être profondément joyeux. J'ai une amie comme ça au Québec. Elle a vu quelque chose de sa vie profondément et 3 mois plus tard, son fils est mort. Elle a senti une tristesse, mais elle n'a jamais été déprimée, elle a rien de tout ça. La joie était sans discontinuer, malgré tout ça. Parce que la souffrance est toujours psychologique. C'est un refus de ce qui est là, la souffrance. Les courants de la vie arrivent et ne vous traversent pas parce que vous avez refait une densité de vous-même. Alors les courants vont rebondir, il y a une résistance. Hein? La nouvelle de la mort de votre fils, si vous ne faites pas une densité d'un quelconque vous-même, là, ça traverse. Vous allez sentir l'émotion particulière attachée à ça. C'est tout. Et vous notez que vous sentez cette émotion particulière tout simplement parce que vous avez passé de belles années avec votre fils et que pendant un bout de temps, vous aviez même mis votre étampe dessus en disant « c'est mon fils ». Complètement faux, mais quand même. Ça va vous arriver au moment de quitter votre corps, au moment où votre corps va vous quitter. Vous allez avoir un moment de nostalgie, comme un ami qui vous quitte. Nisargadatta disait ça justement dans sa dernière année de sa vie, un grand sage en Inde qui est mort en 81, je crois. Il disait qu'on se sent comme ça, que lui il se sentait comme ça. Il sentait comme une sorte de nostalgie en partant là. Mais il n'était pas quelqu'un de triste, au contraire. Donc, les émotions ne sont pas hors jeu, absolument pas. Les histoires inutiles ne viennent plus. Toutes les douleurs, toutes les tristesses ne sont pas issues d'un ego. Non, c'est normal. Mais il y en a qui sont issus d'une construction inutile, bien sûr. Vous allez plus vous attrister parce que votre équipe a perdu, etc., etc. Vous allez plus vous attrister parce que votre femme couche avec le voisin. Vous allez vous réjouir avec elle. D'ailleurs, Sacha Guitry disait « Il n'y a pas de pire vengeance à l'endroit de celui qui vous a piqué votre femme que de la lui laisser. » Vous vous réjouissez, tout simplement. Vous ne vous réjouissez plus de ce qui arrive. Vous vous réjouissez parce que vous êtes réjouissance au départ. Alors, vous n'attendez plus qu'il arrive ceci plutôt que cela pour vous réjouir. Vous êtes déjà pure réjouissance. Vous ne vous levez pas le matin en vous demandant « Est-ce que je vais me réjouir aujourd'hui? » Vous vous demandez « De quelle manière je vais me réjouir aujourd'hui? » Par exemple, mon fils est mort. C'est comme ça que je me suis réjoui aujourd'hui. Ça paraît bête, hein? Comment je le dis, là? Ah bah oui. Oui. Quand même. Quand même, hein? Moi, je trouve que vous exagérez un peu, parce qu'on ne peut pas se réjouir comme ça d'un coup, mais moi je pense que Mais le plus justement, dangereux, on ne c'est... se réjouit pas du fait que votre fils est mort. On se réjouit parce qu'on se réjouit de toute façon.
Et ça s'est donné que le fils est mort en même temps que je me réjouissais. Alors, Et moi, je trouve que le plus dommageable, finalement, c'est d'avoir peur des émotions. Parce que la Bien souffrance... Parce que finalement, moi, je suis d'accord avec vous que c'est bon d'être dans la joie. Et je vous remercie de nous le rappeler que c'est bon d'être dans la joie, parce qu'on l'oublie souvent. Mais en fait, le plus difficile, c'est d'avoir peur de nos émotions. on a peur des émotions parce qu'on veut continuer à garder ces images. Et les images, les émotions détruisent les images. Si vous vous donnez complètement à l'émotion, ça va foutre par terre tout votre château de cartes. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas se donner complètement à l'émotion. Mais vraiment se donner à l'émotion. Pas aux histoires qui gravitent autour de l'émotion, les histoires mentales. L'émotion elle-même, c'est vivant, c'est du feu. Donnez-vous à ça, vous allez trouver en quelques minutes, vous allez trouver l'émotion fondamentale de l'existence. Et là est la clé. Là est le dénouement. Là est le dénouement où ne surgissent plus les questions. Vous devenez sans questions. Et puisque vous êtes sans questions, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée.